Bienvenue pour la suite de cette série de vidéos consacrée à l'ESP32. Au menu, je vais commencer à parler de l'outil de développement et surtout, je vais parler de programmation objet et en quoi C++ est différent de C. Allez, c'est parti. Ah, vous voyez, j'ai pas pu résister à faire une petite blague tellement le logo du logiciel, il est surprenant. Mais il faut pas se fier aux apparences, la bébête ici, c'est un outil très puissant qui va vite te faire oublier l'environnement Arduino de base, qu'il était d'ailleurs possible d'utiliser, hein, puisqu'il est compatible avec le SP32. Alors en vrai, l'extraterrestre, il n'est pas tout seul. Il va être intégré dans l'éditeur de code Visual Studio. Gratuit, mais très performant. Et au final, ça va ressembler étrangement à la version pro de l'IDE Arduino. Je vous montre. Voici la page de démarrage de VS Code. Alors, une palette sur le côté, très utile. Alors, on appuie sur les icônes, ça fait apparaître la palette là, ou pas. J'appuie pas. Donc, vous voyez, ça fait juste apparaître des éléments dans cette zone-là. Ou pas, si on n'a pas envie de les voir. Ça, ce sera pour le débogage, j'en parlerai tout à l'heure. Et surtout, très important, les extensions. Extension, pourquoi? Parce que VS Code, c'est juste un éditeur de code et il faut lui définir une plateforme de développement. Donc moi, j'ai choisi la plateforme avec l'extraterrestre, la plateforme IO. Donc vous voyez, c'est l'environnement pour l'embarquer et le SP32. Voilà, qui intègre d'ailleurs le C++ automatiquement. J'ai rajouté le package français pour que les menus là-haut soient en français, c'est plus agréable. Et voilà, et là je suis prêt à fonctionner avec mon plateforme IO qui est au-dessous, là, qui est au-dessous. Donc on a cette arborescence, je peux open, voilà. Alors j'aurais pu faire différemment, si ça gêne ça, je peux l'enlever. Je peux fermer les fenêtres d'ailleurs, je peux tout fermer, voilà. Ça, c'est la page vraiment vierge de démarrage. Et je peux avoir la maison là en bas, la petite maison qui nous ramène, eh bien, welcome to Platform IO avec les news récentes sur Twitter et les derniers projets sur lesquels on a travaillé. Les projets, on les voit ici. Donc ça, c'est 2 projets récents sur lesquels j'ai travaillé. Important, le board, c'est la carte sur laquelle je vais envoyer mon programme. Et donc là, on voit qu'il y en a un paquet, 1800, enfin bon, bref, il y en a de toutes les sortes. La plateforme, donc c'est Espressif 32 sur lequel je vais travailler. Je vous montre directement, quoique non, les librairies, c'est important, les librairies. Les librairies, c'est donc tout ce que l'on a besoin comme fonction, donc des fonctions en tout genre que l'on peut récupérer directement sur Internet. Donc là, vous voyez, il y en a tout un tas sur, je sais pas, qu'est-ce que c'est, LED par exemple. Pour commander des LED en tout genre, des LED intelligence, des drivers de LED, bon bref, il y en a pléthore. Et qu'est-ce que j'ai d'installé moi? J'ai installé, pour faire un test avec MQTT, donc j'ai installé une bibliothèque. Vous voyez que la bibliothèque, elle est installée dans le projet, ce qui rend portable l'application. Ah, ça c'est bien. Les librairies déjà intégrées. Intégré dans quoi? Intégré dans l'outil de le framework, là c'est un mot barbare, ça veut dire la suite de logiciels utilisés, donc Arduino dans mon cas pour SP32. Il y a déjà des choses de prêtes, donc on voit pour le SP32.
Pour la communication Bluetooth, pour l'Ethernet, c'est déjà intégré. Voilà, il y a pas mal de choses. Pour les cartes SD, le bus SPI, l'USB, le Wi-Fi, ça c'est important parce que bah, c'est notre premier moyen de communication. Voilà, voilà, voilà. Allez, je reviens home à la maison. On va se créer un nouveau projet. Donc le projet, bah, un projet démo. Un select board, alors bah du coup il faut aller chercher expressif, expressif, il y en a pas mal. Moi c'est le SP32 SP développement module là, et la suite logicielle, le fameux framework, je vais prendre celui d'Arduino. Voilà, c'est tout simple, finish. Création donc du projet. En 1, on nous dit que on a des nouveaux fichiers, oui, ils sont de confiance. Et on voit dans l'arborescence là, eh bien, pas mal de choses qui ont été construites. Donc ça, c'est l'espace de travail où on a le fichier .ini qui définit la configuration de la plateforme. Donc c'est bien ESP32 Expressif Arduino comme je l'ai précisé. Et très important, le fichier source, eh bien, qui est le main normal. Et on voit le même esprit que ce que l'on a avec Arduino. Ceux qui sont habitués à Arduino, vous avez la fonction setup, vous avez la fonction loop déjà de prête. Pour ceux qui font du C sans Arduino, ils se disent mais c'est bizarre, d'habitude on a un main quelque part. Alors en fait, oui, c'est le main, il est là, mais il est un peu caché. Alors on va se balader, vous allez voir tout l'intérêt de cet éditeur, c'est qu'on peut accéder à différentes choses. Donc par exemple, je peux aller voir la définition de cette fonction. Voilà, et donc bah, elle est définie bah, à cet endroit-là, mais on la retrouve également ici. Et si je regarde ici, donc dans ce fichier main CPP qui est le vrai main finalement, eh bien, on voit eh bien, que ça, ce vrai main là, comporte la tâche principale qui lance le setup avec une boucle infinie, comme un while 1, fort rien du tout, ça fait pareil que while 1, et qui lance la fonction loop en permanence. Voilà, donc setup, boucle infinie, loop, et puis s'il y a un problème sur la liaison série, on peut interrompre ça. Donc voilà, vous voyez, c'est agréable. Là, on peut savoir tout de suite où se trouvent les fonctions, leur définition, et voir, pareil, si je regarde ici les références, ça me dit où est-ce que l'on a, voilà, on a ces fonctions, donc on les retrouve ici. Je vais ouvrir le arduino.h, tiens, pour vous montrer le arduino.h. Il est là, le arduino.h. C'est celui qui contient eh bien, toutes les includes qui vont bien, des définitions de constantes, les différents textes, des fonctions déjà définies. Donc, vous voyez déjà beaucoup de choses. Digital pin, beaucoup de choses. Voyez, ça, c'est le menu qu'on include dès le début, en fait, quand on a vu. Alors, vous remarquerez que pour ceux qui font du C, bah, là, vous voyez qu'il y a des trucs un peu particuliers. C'est pas écrit comme d'habitude, normal, eh ben, en fait, parce que c'est du C++. Et fondamentalement, il y a des choses bien différentes. Alors, je dirais que la philosophie est quand même un peu spéciale, et je vais faire un petit aparté pour qu'on soit à l'aise pour la suite. Je commence par un peu d'histoire. Sur Internet, on trouve des animations qui montrent l'évolution de plein de choses, comme par exemple celle des langages de programmation.
Dans les années 70, on utilisait principalement Fortran et COBOL, et puis le langage C est apparu. Et 10 ans après, il était number one. Encore 10 ans après, le C règne sans partage. Le second est loin et c'est le début du C++. 10 ans après, C et C++ sont toujours là, mais Java arrive largement en tête, boosté par le besoin en développement web. Actuellement, Python et JavaScript, mais on remarquera que les 6 premiers sont des langages de type orienté objet. Alors, ça veut dire quoi? Pour comprendre, je vais prendre un exemple. Allez, essayons de gérer le contenu d'une bouteille. Tout naturellement, je vais créer une variable image du niveau. Ensuite, je crée une fonction pour décrire comment réaliser une action, par exemple, augmenter le niveau d'une certaine quantité. Cette façon de faire est classique, on parle de programmation procédurale, c'est-à-dire par fonction. Fonction que je peux appeler ensuite pour que l'action se réalise autant de fois que j'ai envie. Continuons le raisonnement, je veux maintenant gérer 2 bouteilles. Logiquement, on va créer 2 variables, une par bouteille. Mais là où ça se complique, c'est à l'appel de la fonction. Sur quelle bouteille elle doit agir? Ce serait quand même stupide de créer autant de fonctions que de bouteilles. Alors bien sûr, on peut résoudre le problème en modifiant la fonction. Mais je vais plutôt vous montrer l'approche dite objet, dans laquelle on ne va pas créer de variable, mais on va créer un objet, en l'occurrence une bouteille. Et c'est sur cet objet que l'opération va se réaliser. Grâce au petit point magique, on sait directement sur quelle bouteille on agit. Passons au cas avec 2 bouteilles. Eh bien, tout simplement, il faut en créer 2 au départ. Et ensuite, appeler l'action qui est spécifique à chaque objet. On résume, il faut connaître la classe des objets à utiliser, ensuite les créer en leur donnant un nom différent à chacun. On parle aussi d'instance. Par habitude, l'initiale d'une classe s'écrit en majuscule, contrairement aux objets en minuscule. Et enfin, les actions que l'on appelle méthodes et qui sont applicables à tous les objets d'une même classe. Ces méthodes, on les programme de façon classique, comme on sait, avec le prototype et le corps qui réalise l'action. Le seul point particulier, c'est l'utilisation de l'opérateur de portée, le 2 points, 2 points, qui permet de lier la méthode avec les objets qui pourront l'utiliser. Alors très bien tout ça, mais on peut se poser quand même la question de savoir où se trouve la donnée principale, en l'occurrence le niveau dans la bouteille. La variable niveau est déclarée nulle part. Alors nulle part, c'est un peu exagéré. En fait, la variable niveau est contenue dans l'objet. Et donc, il y aura autant de variables niveau que d'objets de type bouteille. Normal, car dans la pratique, chaque bouteille peut avoir un niveau différent. Et autre point important, la variable interne à l'objet est inaccessible de l'extérieur. Tout ça pour assurer une protection des données. Exemple, si j'essaye de modifier le niveau sans passer par la méthode augmenter, on voit le message d'erreur suivant. Même avec 2 points, 2 points, c'est impossible, sécurité avant tout. Mais bien sûr, je peux créer une méthode qui renvoie une valeur égale à celle de la variable niveau.
et me servir de cette méthode pour connaître le niveau et pourquoi pas l'afficher. Autre point important, une classe ne peut être utilisée que si elle a été déclarée quelque part. C'est évident. Alors, la déclaration des classes pour les objets les plus courants sont généralement fournies. Il suffit d'inclure le fichier qui contient ces déclarations. Je vous montre. Voici VS Code, le main C++, la boucle principale, et je vais chercher à appeler un objet qui s'appelle serial, qui est en fait le périphérique de liaison série, et on voit que il est inconnu, alors que si je fais l'include arduino.h, eh bien là, il est connu. Et on nous dit que serial, c'est un objet qui appartient à la classe hardware serial. D'ailleurs, je peux chercher à atteindre la déclaration. Et on voit bien que serial, c'est bien un objet de classe hardware serial. D'ailleurs, cette classe, je peux voir ce qu'elle contient et on retrouve la définition des fonctions que je peux utiliser, le begin, le write et plein d'autres méthodes qui sont associées à cette classe. Je reviens dans ma boucle principale. Je vous montre un objet très utile qui va être l'objet Wi-Fi. Wi-Fi, pour l'instant, il est inconnu. Par contre, si je rajoute l'include du fichier wifi.h, à ce moment-là, ça va mieux. On dit que l'objet Wi-Fi appartient à la classe Wi-Fi. Je peux faire pareil, voir où ça a été déclaré. En effet, ça a été déclaré ici, Wi-Fi. Avec la classe Wi-Fi, je peux voir sa définition et on voit tout un tas de choses que l'on va utiliser par la suite. J'en profite pour vous montrer cette histoire de privé public et les deux points. Je vais vous expliquer tout ça. Si je reprends mon exemple, il y a fort à parier que l'on ne trouve pas la classe bouteille dans arduino.h. Mais pas de souci, on peut créer une classe soi-même, c'est très simple. Et voici juste quelques lignes organisées en 3 blocs. Le mot-clé classe sans E, suivi du nom que l'on a choisi pour cette classe. Ensuite, le mot-clé private pour déclarer les variables, aussi appelées attributs ou champs, et inaccessibles de l'extérieur. Et enfin, le mot-clé public pour tout ce qui sera utilisable depuis l'extérieur, donc les méthodes associées qui vont pouvoir modifier le contenu des objets. Une fois la classe créée, je peux définir autant d'objets que j'en ai envie. Mais il y a un truc encore plus fort en programmation objet, c'est que l'on peut créer des sous-classes. Par exemple, ici, pour les bouteilles de bière. Et une autre pour les bouteilles de soda. Et les bouteilles de bière et de soda restent bien entendu des bouteilles. Elles ont un niveau et les méthodes associées. Mais on peut définir des propriétés particulières à chaque sous-classe. Par exemple, en précisant que les bouteilles de bière ont une capsule et que les bouteilles de soda, elles, auront un bouchon que l'on peut dévisser. Cette figure, appelée diagramme de classe, montre avec le sens des flèches qui englobe qui. Ainsi, les bouteilles de bière héritent des propriétés de toutes les bouteilles, à savoir un niveau que l'on peut modifier. Par contre, les bouteilles de bière, elles, n'ont pas de bouchon. Et à l'inverse, les bouteilles de soda n'ont pas de capsule, mais bien sûr, elles héritent aussi du niveau, comme pour toutes les bouteilles. Cet héritage s'applique aussi bien aux attributs, case du milieu en vert clair, qu'aux méthodes, case du bas en vert foncé.
Au niveau du programme, je remontre la classe bouteille avec sa variable interne niveau et les méthodes associées. Pour la classe bouteille de bière, on voit la définition d'une variable capsule et de la méthode décapsulée. Pour que cette classe hérite des propriétés de toutes les bouteilles, on le spécifie dans la déclaration en indiquant la classe mère. De la même façon, pour les bouteilles de soda, même classe mère, la classe bouteille, mais pour le soda, on rajoute le bouchon. Prenons un exemple avec un objet, bouteille 1 de type bouteille. On peut augmenter son niveau, normal, cette méthode est définie dans la classe bouteille. Par contre, impossible de faire décapsuler et impossible de dévisser le bouchon. Je continue avec l'objet bouteille 2 de classe bouteille de bière. Je peux décapsuler cette bouteille, normal, c'est une méthode définie dans sa propre classe. Et je peux aussi faire diminuer le niveau, car les bouteilles de bière font partie de la classe générale des bouteilles. Mais je ne peux pas dévisser de bouchon. Alors que si je prends une bouteille de soda, je peux dévisser le bouchon, mais pas la décapsuler, et toujours par héritage, faire diminuer le niveau, comme avec toutes les bouteilles. Alors, passons à quelque chose de plus appliqué à l'ESP32, avec par exemple l'objet appelé serial. Un premier truc que l'on fait généralement, c'est serial.begin. Si on essaye de comprendre, eh bien l'objet serial, il est issu de la classe hardware serial. Et dans cette classe, on a la méthode begin. Et on voit aussi que cette classe est une classe fille de la classe stream, qui elle-même est une fille de la classe print, qui contient la méthode printf, que l'on pourra utiliser en faisant serial.printf. Plus visuellement, la classe print avec son printf a une classe fille stream qui a aussi une classe fille appelée hardware serial. Allez, regardons dans VS Code comment s'y retrouver. Nous y voici, je tape serial, on voit bien que serial c'est un objet, c'est le petit icône là qui dit que c'est un objet, il a déjà été défini quelque part. On voit qu'il est de la classe hardware serial, comme les autres d'ailleurs, serial 1 et 2 sont aussi des objets de la même classe. Moi je prends serial. Je peux aller voir sa déclaration. Sa déclaration, bien, elle est ici. Serial, bien, est de classe hardware serial. Je peux aller voir d'ailleurs comment ça se passe pour cette classe-là. On voit hardware serial. On voit le begin qui est une méthode publique de cette classe. C'est pour ça que serial.begin ça marche. Mais on voit également qu'on a une classe au-dessus, stream, je vais aller voir, stream class stream, qui a aussi une classe au-dessus, print, que je vais aller voir, définition, et je vois bien classe print, et dans les méthodes publiques, on retrouve le write, le print, printf et plein d'ailleurs d'autres print. Alors en langage C, ça c'est interdit, on ne peut pas définir plusieurs fonctions qui portent le même nom. Alors qu'en C++, oui, on appelle ça la surcharge, j'en reparlerai tout à l'heure. Allez, petit inventaire de quelques différences entre C et C++. Premier point, c'est tout ce que j'ai expliqué avant. C++ est orienté objet. C'est un langage qui englobe le C et lui apporte des trucs en plus. Tout ce qui fonctionne en C fonctionnera aussi en C++, mais pas l'inverse. Alors,
Outre la notion d'objet et de classe, en C++, on a des particularités. Par exemple, une nouvelle façon d'initialiser les variables avec des parenthèses. Perso, je suis pas très fan, ça ressemble aux fonctions et ça peut embrouiller. Pour les caractères spéciaux, commencer, c'est toujours interdit, donc pas d'accent ou de choses bizarres dans le nom des variables. Et ces variables, en C++, on peut les déclarer n'importe où dans le programme. Donc juste au moment où on en a besoin. Pas nécessaire de les regrouper au début. Et même pour la boucle for, la déclaration a juste la portée de la boucle. Le i sur l'exemple ici. Pour les types de données, un nouveau en C++, le booléen, qui peut prendre deux états, true ou false, mais c'est juste pour donner de la lisibilité, car en vrai, un booléen, c'est un char caché. Toujours pour la lisibilité, il est possible de déclarer des nouveaux types avec typedef. Par exemple, pour les fainéants, un uint pour éviter d'écrire unsigned int, ou encore un int8 pour déclarer des valeurs numériques de 8 bits. Ça donne plus de sens que de déclarer un char pour des nombres. Le underscore t, c'est pour rappeler que ce sont des types supplémentaires définis par t comme typedef. Et tous ces types, on en a une multitude de déjà créés. Je vous montre. Je commence par exemple avec un booléen. Donc on voit bool ici, mot-clé C++, mais on voit booléen. Et on voit que c'est pas pareil, le dessin est différent. Et là, c'est défini, donc un booléen comme un bool de type def. Donc le petit symbole intéressant, je conserve, tiens, le booléen. Et je vais regarder, atteindre la définition. Donc on est dans arduino.h et on voit que, il y a le booléen de défini, il y a le byte, il y a le word, et il y en a plein d'autres. Je regarde par exemple atteindre la définition. Donc là, on est dans stdin.h, donc on voit les définitions des unsigned, des 8, des 16, des 32, et atteindre la définition. Donc là, on est dans defaulttype.h où on voit tout un tas de choses de définies. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà donc comment c'est fait dans l'arrière-boutique, avec notamment un dièse define là pour définir que les 8 types sont des unsigned chars. Donc vous voyez, tout est détaillé. Allez, autre type utilisé en C++, les variables constantes. Alors dit comme ça, c'est un peu tordu. Disons plutôt que l'on va créer des données que l'on ne pourra plus modifier. Du coup, c'est lors de la déclaration qu'il faudra réaliser l'initialisation. C'est même obligatoire. Ensuite, tout accès en écriture est interdit. Ça protège d'une modification, c'est tout l'intérêt. Souvenez-vous, tout à l'heure, on en avait vu, par exemple, pour la définition des noms associés au numéro de broche de l'ESP32. Allez, on continue avec ce que l'on appelle la surcharge des opérateurs. Exemple avec l'opérateur d'addition, qui peut s'appliquer à différents types de données. Cet opérateur est dit surchargé. Et on peut même faire l'addition de chaînes de caractères. Et oui, c'est tout bon et bien utile. Toujours dans le chapitre surcharge, on peut le faire aussi avec les fonctions. Exemple, je crée une fonction ajouter pour faire la somme de deux entiers. Eh bien, je peux créer une fonction avec le même nom, mais qui ajoute autre chose. Par exemple, des chiffres à virgule. Tout l'intérêt, c'est que lors de l'appel, on utilise un même nom pour des opérations qui se ressemblent.
C'est le compilateur qui, en fonction du type des paramètres, va chercher l'une ou l'autre des fonctions. Et on pourrait même définir des surcharges qui réalisent des fonctions différentes. Mais là, il ne faut pas abuser quand même. Le classique, c'est de faire des opérations semblables qui agissent sur des données de types différents. Exemple ici, où l'on pourra printer plein de choses différentes. C'est presque sans le savoir d'ailleurs, car les surcharges sont déjà écrites pour toutes les fonctions de base. Bon, ben voilà, introduction terminée avec les principes généraux de C++. Pour finir, je vous montre l'application complète avec les bouteilles, qui m'a servi d'exemple tout au long de la vidéo. On commence par la définition de la classe bouteille avec son niveau interne qui est privé, donc inaccessible de l'extérieur, mais que l'on pourra faire changer au travers des méthodes qui sont déclarées, augmenter, diminuer. On pourra aussi connaître la valeur de ce niveau. Ensuite, la classe bouteille de bière qui est une classe fille de la classe bouteille, c'est bien marqué. Qui comporte une capsule. Par défaut, la capsule est présente, c'est un booléen. Et je vais associer aux bouteilles de bière l'action de décapsuler. Je n'ai pas mis la bouteille de soda, ça suffit juste pour faire un exemple. Au niveau des méthodes, donc pour les bouteilles, on peut augmenter et diminuer le niveau, c'est-à-dire un niveau plus une certaine quantité que l'on passe en paramètres, plus ou moins. Et si on veut connaître le niveau, return du niveau. Pour la bouteille de bière décapsulée, donc qui s'applique uniquement aux bouteilles de bière, ça consiste à enlever capsule, donc capsule false. Ensuite, au niveau du programme principal, de la classe bouteille, on définit bouteille 1 et bouteille 2, donc qui seront deux bouteilles. Par contre, la bouteille 3, elle sera particulière puisqu'elle sera issue de la classe bouteille de bière. Initialisation, donc la fonction d'initialisation. Serial.begin, c'est pour démarrer la communication sur le terminal qui affiche. Le terminal, c'est ce qui va afficher les résultats en bas là. Voilà. Ensuite, je vais décapsuler la bouteille de bière. Je vais afficher l'état de la capsule pour voir si ça a bien fonctionné. Ensuite, je fais quoi? Je fais un test pour savoir si j'appuie sur un bouton. Donc, je déclare un bouton. Alors, T8, c'est la touche 8. Vous allez dire, c'est combien? C'est la GPIO 33. Alors, comment on sait ça? Atteindre la définition. Et là, on voit que T8, ça correspond à 33. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'il y a toutes les broches qui ont été définies, hein, vous voyez, toutes les broches là sont définies. OK, bon, voilà, donc si j'active cette touche, je vais augmenter le niveau de chacune des bouteilles. Alors pas avec la même quantité, mais je vais augmenter. Ensuite, un petit délai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si j'active une autre touche, la T9, je vais diminuer d'une quantité différente pour chaque bouteille, le niveau. Qu'est-ce que je fais d'autre? J'affiche simplement les résultats. Voilà, voilà. Allez, je compile. Vous allez voir que j'ai laissé une erreur exprès. Alors, qu'est-ce que c'est que cette erreur? Cette erreur, si on revient où elle est là, on nous dit que cette propriété capsule est privée et on ne peut pas y accéder. Il faudrait une méthode pour y accéder et c'est pas ce que j'ai fait. On le voit puisque dans la classe bouteille de bière, j'ai dit que c'était privé. Alors, il y a une autre façon de faire qui serait, par exemple, de mettre en public la capsule. C'est pas très beau parce que généralement, on veut que les données soient privées et donc ça, c'est pas terrible, mais c'est pour vous montrer aussi que ça va fonctionner. Donc, je recompile.
Et là, plus de soucis. Je transfère le programme. Et je lance le moniteur pour voir ce qui se passe. Eh bien, l'état de la capsule vaut 0 et le niveau dans les bouteilles, un certain niveau. Je peux le faire augmenter en appuyant sur la touche. Vous voyez, à chaque fois, je peux laisser appuyer. Je peux faire diminuer avec l'autre touche. Et ça fonctionne parfaitement sur les 3 bouteilles. Bon, eh bien c'est terminé pour cette introduction à C++. Eh bien à bientôt pour la suite.